Base de nuit. Date, province de Phuc Tuy, Sud-Vietnam, septembre 1968. Le capitaine Thomas Bradley, infanterie de l'armée américaine, est au Vietnam depuis 7 mois. Il a connu le combat. Il a mené des hommes à travers des échanges de tirs. Il a été décoré pour sa bravoure sous le feu. Il se considère comme un officier compétent et expérimenté qui comprend comment fonctionne la guerre d'infanterie. Aujourd'hui, tout ce qu'il croit savoir est sur le point d'être remis en question d'une manière qui le laissera furieux, humilié et fondamentalement changé. Bradley est à Nui Dat dans le cadre d'un programme de liaison chargé d'observer les opérations australiennes et de faire rapport sur leur tactique et leur efficacité. Depuis une semaine, il est de plus en plus frustré par ce qu'il a vu. Les Australiens ne suivent aucune doctrine qu'il reconnaît. Ils opèrent en unités absurdement petites. Ils refusent d'utiliser la puissance de feu disponible. Ils déclinent le soutien aérien. Ils font tout lentement et méthodiquement, alors que la doctrine américaine dit que la vitesse et l'agressivité gagnent les batailles. Bradley a rédigé des rapports critiquant les méthodes australiennes comme étant trop prudentes et inefficaces. Ce matin, il a été invité à observer une opération de combat australienne de première main. Une patrouille conjointe australo-américaine dans une zone où une compagnie Viet Cong a été signalée. L'élément américain est le propre peloton de Bradley, 32 hommes, bien équipés et bien entraînés. L'élément australien est composé de 4 opérateurs du SAS. 4. Bradley a essayé d'argumenter que 4 hommes n'étaient pas suffisants pour une patrouille de combat en territoire hostile. Le capitaine australien s'est contenté de sourire et a dit « Regarde et apprends, mon pote. Regarde et apprends. » Maintenant, ils sont à 3 heures de patrouille. Et Bradley observe quelque chose qui fait brûler sa fierté professionnelle de colère. Les 4 Australiens font passer ces 32 hommes pour des amateurs incompétents. Ils se déplacent dans la jungle comme s'ils étaient invisibles. Ils trouvent des traces ennemies que l'éclaireur de Bradley a dépassées sans les voir. Ils communiquent avec des signaux de la main si subtils que Bradley ne peut même pas dire quand il donne des ordres. Et le plus exaspérant de tout, ils le font avec une confiance décontractée qui suggère que c'est facile pour eux. Le peloton de Bradley transpire, lutte à travers la végétation, fait du bruit malgré tous ses efforts. Les 4 Australiens ont l'air de faire une promenade dans la nature. Quand le peloton s'arrête pour une halte de sécurité, Bradley confronte le chef de patrouille australien, un sergent nommé Danny Clark. « Vous faites passer mes hommes pour des incapables. Si c'est une sorte de démonstration pour montrer la supériorité australienne, vous pouvez arrêter maintenant. On a compris. Vous êtes très compétent. » Clark le regarde avec une expression qui n'est pas tout à fait de la pitié, mais qui s'en approche. « Capitaine, on ne fait pas des sbroufs, on fait juste le boulot. Si vos hommes ont l'air mauvais, ce n'est pas notre faute, c'est leur entraînement. » Bradley sent son visage rougir de colère. « Mes hommes sont entraînés selon les plus hauts standards américains. Ce sont des soldats professionnels. » Clark hoche lentement la tête. « Ce sont des soldats professionnels. Nous ne sommes pas des soldats, capitaine. Nous sommes des chasseurs. Et si vous continuez à regarder, vous pourriez apprendre la différence. » Bradley est sur le point de répondre quand Clark s'accroupit soudainement, la main levée en signal de gel. Les 4 Australiens deviennent des statues. Le peloton de Bradley, réagissant au signal, s'arrête également et se met à couvert. Pendant 60 secondes, rien ne se passe. Plus Bradley l'entend. Des voix parlant vietnamien, très proches. L'ennemi se déplace sur une piste à 30 mètres à l'est et le peloton de Bradley est passé juste à côté sans les détecter. Les Australiens savaient qu'ils étaient là. Ils le savaient depuis les 200 derniers mètres. Ils n'avaient simplement pas pris la peine de le dire à Bradley parce que, comme Clark l'explique plus tard, on apprend mieux quand on fait des erreurs. Ce qui se passe au cours des 4 heures suivantes va transformer Bradley d'un sceptique en colère en un croyant qui passera le reste de sa carrière militaire à essayer de faire apprendre aux forces américaines ce dont il a été témoin. Voici cette histoire. On vous a dit que les forces américaines au Vietnam étaient l'armée la mieux entraînée et la mieux équipée du monde. Que quand il s'agissait d'opérations de combat, la doctrine américaine représentait le summum de la guerre moderne, affinée à travers des décennies d'expérience et des milliards de dollars en recherche et développement. Que les autres forces alliées au Vietnam, bien qu'appréciées pour leur soutien politique, suivaient essentiellement l'exemple de l'Amérique et apprenaient de l'expertise américaine. Pendant la majeure partie de la guerre, c'est ce que les commandants américains croyaient. Et puis ils ont observé les opérateurs du SAS australien en action. Et cette confortable supposition s'est brisée comme du verre. Parce que ce que les Australiens faisaient ne remettait pas seulement en question la doctrine américaine,
cela exposait des failles fondamentales dans la façon dont les forces américaines abordaient la guerre de jungle. Et quand ils étaient confrontés à la preuve que leur méthode était moins efficace que les méthodes australiennes, de nombreux officiers américains ont eu une réaction très humaine. Ils se sont mis en colère. Ils sont devenus défensifs. Ils ont accusé les Australiens de frimer, de prendre des risques inutiles, de violer la doctrine pour le plaisir de paraître impressionnant. Mais sous cette colère, il y avait quelque chose de plus inconfortable. La reconnaissance que peut-être, juste peut-être, les Américains s'y prenaient mal. Et les Australiens, avec leurs forces minuscules et leurs ressources limitées, avaient compris quelque chose que l'armée la plus puissante de la Terre avait manqué. L'histoire de la frustration américaine face aux opérations du SAS australien en Vietnam est vraiment une histoire de deux cultures militaires incompatibles, entrant en collision dans la jungle et découvrant qu'elles menaient la même guerre de manière complètement différente. Pour comprendre pourquoi des officiers américains comme le capitaine Bradley ont réagi avec colère plutôt qu'admiration en observant des opérations australiennes, il faut comprendre les fondements culturels et doctrinaux qui façonnaient la façon dont chaque armée abordait la guerre. La doctrine militaire américaine dans les années 60 était construite sur les fondations de la Seconde Guerre mondiale et de la Corée. Guerre industrielle, production de masse, force écrasante. La manière américaine de faire la guerre consistait fondamentalement à déployer plus de ressources que l'ennemi ne pouvait en égaler. Plus de soldats, plus de chars, plus d'avions, plus d'artillerie, plus de tout. Quand on avait ce genre d'avantage matériel, les tactiques devenaient relativement simples. Trouver l'ennemi, le fixer en position avec des tirs de suppression, le détruire avec une puissance de feu écrasante, avancer, répéter. Cette doctrine avait brillamment fonctionné contre les armées conventionnelles. L'Allemagne et le Japon avaient été écrasés par la puissance industrielle américaine. La Corée du Nord et la Chine avaient été combattues jusqu'à l'impasse par la puissance de feu américaine. La doctrine était prouvée. Elle était écrite dans les manuels. Elle était enseignée à West Point et dans chaque cours de formation d'officiers de l'armée américaine. C'était la vérité. La culture militaire australienne venait d'un endroit très différent. L'Australie avait toujours été une petite nation combattant dans de grandes guerres, généralement loin de chez elle, généralement avec des ressources inadéquates, généralement aux côtés d'alliés plus grands qui avaient des priorités différentes. Les forces australiennes ne pouvaient pas gagner par la force écrasante, parce qu'elles n'avaient jamais de force écrasante. Elles devaient gagner en étant de meilleurs soldats, par des tactiques supérieures, par une préparation et une exécution soigneuses. La tradition militaire australienne mettait l'accent sur l'initiative individuelle, les tactiques de petites unités et l'optimisation de ressources limitées. Quand les Australiens ont formé leur régiment SAS en 1957, ils l'ont construit spécifiquement pour combattre de la façon dont l'Australie avait besoin de combattre. Petites équipes, opérations à longue portée, vivre sur le terrain, collecter du renseignement, frapper fort quand les opportunités se présentaient, mais ne jamais combattre à la loyale, ne jamais s'engager dans des batailles d'usure qu'ils ne pouvaient pas gagner. Au moment où les forces australiennes se sont déployées au Vietnam en 1966, leur régiment SAS avait déjà affiné ses méthodes à travers des années d'opérations en Malaisie et à Bornéo. Ils connaissaient la guerre de jungle. Ils savaient comment combattre des guérilleros. Ils savaient comment opérer en territoire interdit sans soutien. Ils l'avaient déjà fait, et ils l'avaient fait avec succès. Quand les forces américaines et australiennes ont commencé à opérer à proximité au Vietnam, les différences sont devenues immédiatement apparentes. Les opérations américaines étaient caractérisées par la taille et la puissance de feu. Une mission américaine typique de recherche et destruction pouvait impliquer un bataillon de 500 à 800 hommes soutenus par l'artillerie, des hélicoptères de combat et un appui aérien tactique. La force ratissait une zone, tentant de localiser et détruire les forces ennemies par un mouvement agressif et une puissance de feu supérieure. S'ils établissaient le contact, ils appelaient des feux de soutien massifs et submergeaient l'ennemi par la violence de l'action. C'était la doctrine. C'était ce pourquoi ils s'entraînaient. Cela avait du sens dans le cadre de la culture militaire américaine. Les opérations australiennes, particulièrement les opérations SAS, avaient une apparence complètement différente. Une patrouille australienne typique pouvait consister en 5 ou 6 hommes qui s'infiltraient en territoire ennemi à pied, opéraient pendant 2 ou 3 semaines en collectant du renseignement, menaient des embuscades en utilisant des tirs de précision et la furtivité plutôt que la puissance de feu de masse, et s'exfiltraient sans jamais demander de soutien, sauf en cas d'absolue nécessité. Pour les observateurs américains, cela semblait insensé. Comment 5 hommes pouvaient-ils accomplir quoi que ce soit de significatif? Comment pouvaient-ils survivre en territoire ennemi sans la sécurité du nombre et de la puissance de feu?
Comment pouvaient-ils espérer engager des forces ennemies alors qu'ils étaient toujours en infériorité numérique? La réponse, comme les officiers américains allaient progressivement le découvrir, était que les Australiens n'essayaient pas d'accomplir les mêmes objectifs que les opérations américaines. Les opérations américaines visaient à trouver et détruire les forces ennemies. Les opérations australiennes visaient à comprendre les forces ennemies, prédire leur comportement, puis les détruire au moment et aux endroits choisis par les Australiens. La différence semble subtile, mais elle était profonde. Cela signifiait que les Australiens valorisaient le renseignement plutôt que le contact. Ils valorisaient le fait de rester non détectés plutôt que de trouver l'ennemi rapidement. Ils valorisaient la patience plutôt que l'agressivité. Et quand ils engageaient le combat, ils valorisaient la précision plutôt que le volume de feu. C'étaient des approches fondamentalement différentes de la même guerre. Et dans les jungles du Vietnam, l'approche australienne produisait souvent de meilleurs résultats, avec moins de pertes. C'est ce qui mettait les officiers américains en colère. Pas que les Australiens étaient différents, mais qu'ils étaient manifestement plus efficaces, tout en utilisant des méthodes qui violaient tout ce qu'on avait enseigné aux Américains. L'expérience du capitaine Bradley en septembre 1968 a été reproduite des dizaines de fois tout au long de la guerre, alors que des officiers américains observaient les opérations australiennes et luttaient pour réconcilier ce qu'ils voyaient avec ce qu'ils croyaient sur la guerre. La patrouille de Bradley avait été conçue comme une opération conjointe, spécifiquement pour que les Américains puissent observer les méthodes australiennes. Ce que Bradley a observé au cours de ces 4 heures a fondamentalement changé sa compréhension des opérations de combat. La patrouille se déplaçait à travers la jungle dense en formation de patrouille standard, quand le sergent Clark les avait arrêtés avec ce subtil signal de la main. La patrouille ennemie que les hommes de Bradley avaient dépassée consistait en 7 soldats Viet-Cong se déplaçant le long d'une piste qui courait à peu près parallèlement à l'itinéraire de marche américain. La piste était à peine visible, juste une légère dépression dans le sous-bois où le passage répété de pieds avait comprimé la végétation. L'éclaireur de Bradley avait traversé cette piste sans la reconnaître comme un passage ennemi. Clark l'avait reconnu à 20 mètres de distance. Clark positionna son élément australien de 4 hommes en embuscade improvisée surplombant la piste. Il ne consulta pas Bradley. Il ne demanda pas la participation américaine. Il le fit simplement avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait fait cela une centaine de fois auparavant. Bradley, curieux et toujours quelque peu en colère, se déplaça vers une position d'où il pouvait observer. Ce qu'il vit au cours des 30 minutes suivantes fut une leçon magistrale de patience et de discipline de tir. Les 4 Australiens restèrent dans leur position d'embuscade, absolument immobiles pendant 28 minutes. Bradley chronométra. 28 minutes sans bouger, sans ajuster leur position, sans aucun signe d'inconfort ou d'impatience. Les soldats américains étaient entraînés à être patients. Mais c'était différent. Ce n'était pas la discipline militaire forçant des hommes à rester immobiles. C'était un autre type de patience, quelque chose de presque prédateur. Ils attendaient comme une araignée attend qu'une proie touche sa toile. Finalement, la patrouille Viet-Cong entra dans la zone de mise à mort. 7 hommes, armes en bandoulière nonchalamment, parlant tranquillement entre eux, complètement inconscients qu'ils étaient observés. Clark les laissa marcher jusqu'à la position parfaite, le centre de la patrouille directement devant sa position, les voies d'évasion bloquées par le positionnement de ces 3 autres hommes. Puis il engagea. Ce que Bradley attendait était la doctrine australienne standard qu'il avait lue. Tir rapide, submerger l'ennemi par la surprise et le volume de feu, les détruire avant qu'ils puissent réagir. Ce qui se passa réellement était si précis que cela semblait chorégraphié. Clark tira une fois, un seul coup. Le soldat ennemi de tête s'effondra. Un deuxième Australien tira une fois. Le deuxième soldat ennemi s'effondra. 3e coup, 3e soldat à terre. 4e coup, 4e à terre. En l'espace de peut-être 3 secondes, 4 soldats ennemis étaient morts ou mourants, tués par 4 coups uniques. Les 3 Viet-Cong restants se figèrent pendant une demi-seconde critique, leur cerveau essayant de traiter ce qui se passait. Cette demi-seconde était tout ce dont les Australiens avaient besoin. 3 coups de plus, 3 soldats ennemis de plus à terre. L'engagement entier dura 5 secondes, 7 soldats ennemis morts, 0 perte australienne, 7 coups tirés, 7 impacts. Et ce qui faisait brûler la fierté professionnelle de Bradley d'humiliation était à quel point les Australiens avaient rendu cela facile. Il n'y avait pas d'excitation, pas de chaos alimenté par l'adrénaline, pas de cris ou de changements rapides de chargeur ou de tirs de suppression. Juste une exécution calme et méthodique. Clark mit une balle dans le centre de masse de sa cible, actionna la culasse de son fusil L1A1, acquit une deuxième cible et tira à nouveau.
fluide, professionnel, clinique. Les suites furent tout aussi instructives. La doctrine américaine appelait à sécuriser la zone, vérifier les corps ennemis pour le renseignement, transmettre le rapport de contact, se préparer à une possible réaction ennemie. Clark ne fit rien de tout cela immédiatement. Au lieu de cela, il fit rester son équipe dans leur position d'embuscade, observant et attendant. Pendant 15 minutes, ils restèrent là, armes pointées sur la piste alors que la confusion de Bradley grandissait. Finalement, quand aucune réaction ennemie n'apparut, Clark fit signe à son équipe d'avancer et de fouiller les corps. Ils le firent rapidement et efficacement, prenant des documents et des armes, photographiant les morts, puis plaçant quelque chose que Bradley n'avait pas prévu. Sur chaque corps, ils placèrent une carte à jouer, l'as de pique. Puis ils se retirèrent de la zone, non pas par leur itinéraire original, mais perpendiculairement à celui-ci, se déplaçant à travers un terrain si difficile que les hommes de Bradley peinaient à suivre. Quand ils eurent mis une distance suffisante entre eux et le site de l'embuscade, Clark transmit finalement le rapport de contact, bref, factuel. 7 ennemis tués au combat, aucune perte amie. Patrouille australienne poursuivant la mission. La transmission radio entière prit moins de 30 secondes. Bradley ne put plus se contenir. Il s'avança vers l'endroit où Clark vérifiait sa carte et se préparait à continuer la patrouille. « Sergent, c'était quoi ça, bordel ?» Clark leva les yeux, expression neutre. « C'était une embuscade, capitaine. 7 ennemis éliminés. » Bradley secoua la tête. « Ce n'est pas ce que je veux dire. Les cartes, le délai avant de fouiller les corps, l'itinéraire qu'on prend maintenant. Rien de tout ça n'est la procédure standard. » Clark plia sa carte et se leva. « C'est standard pour nous, capitaine. Les cartes sont de la guerre psychologique. Quelqu'un trouvera ces corps. Ils verront les cartes. Le mot se répandra. Les Vietcong sauront que le SAS était là. Ils commenceront à nous voir partout, même quand nous n'y sommes pas. La peur est une arme. Nous l'utilisons. » Le délai avant la fouille était pour s'assurer que personne ne suivait cette patrouille, attendant de tendre une embuscade à quiconque les frapperait. S'il y avait eu une force de réaction, nous les aurions tués aussi. Et cet itinéraire que nous prenons maintenant, à travers un terrain plus difficile à traverser, c'est parce que l'ennemi ne s'attendra pas à ce que quelqu'un vienne par là. Ils se positionneront sur les itinéraires faciles, s'attendant à ce que nous nous déplacions vite et prenions le chemin de moindre résistance. Nous ne sommes pas rapides et nous ne prenons pas les itinéraires faciles. C'est comme ça qu'on reste en vie. Bradley sentit sa colère monter à nouveau. Donc tout ce que vous faites est calculé pour être différent de la doctrine standard. Clark sourit. Et cette fois, c'était définitivement de la pitié dans son expression. Capitaine, nous n'avons pas de doctrine standard comme vous. Nous avons des principes. Rester non détecté. Collecter du renseignement. Tuer efficacement quand c'est nécessaire. Tout le reste n'est qu'adaptation à la situation. Votre doctrine vous dit exactement comment faire les choses. Notre doctrine nous dit quoi accomplir et nous fait confiance pour trouver comment. Bradley voulait argumenter, défendre les méthodes américaines, souligner que les procédures standardisées existaient pour de bonnes raisons. Mais il ne pouvait pas, parce que ce dont il venait d'être témoin était un niveau de compétence tactique qui dépassait tout ce qu'il avait vu des forces américaines. Et cela avait été accompli par 4 hommes, utilisant des méthodes qui violaient chaque standard qu'on lui avait enseigné. Il avait 2 choix. Il pouvait s'accrocher à sa doctrine et rejeter ce qu'il avait vu comme une anomalie, ou il pouvait accepter que peut-être sa doctrine avait des limites, et que les Australiens avaient trouvé une meilleure façon pour cet environnement spécifique. La fierté professionnelle le poussait vers la première option. L'honnêteté le tirait vers la seconde. La patrouille continua pendant encore 3 heures, et à chaque heure, la frustration de Bradley grandissait. Les Australiens trouvaient des choses que ces hommes manquaient. Une piste dissimulée que l'éclaireur de Bradley avait dépassée sans la voir, un arbre marqué d'une entaille de machette qui indiquait la direction de déplacement des forces ennemies. Une zone perturbée où quelqu'un avait enterré quelque chose, plus tard excavée pour révéler une petite cache d'armes. Chaque fois que les Australiens repéraient quelque chose que les hommes de Bradley avaient manqué, cela ressemblait à un reproche, comme s'ils faisaient délibérément passer les forces américaines pour des incompétents. Le sergent de peloton de Bradley, un vétéran nommé Mike Rodriguez avec 2 tours précédents au Vietnam, perçut l'humeur de son commandant. « Mon capitaine, il n'essaie pas de nous embarrasser. Ils sont juste aussi bons que ça. Peut-être qu'on devrait apprendre au lieu de s'énerver. » Rodriguez avait raison, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles à accepter. Bradley avait appris à Fort Benning que les tactiques d'infanterie américaine étaient les meilleures du monde.
On lui avait dit que l'entraînement américain était supérieur. Il avait intériorisé l'idée que la puissance militaire américaine était construite non seulement sur un équipement supérieur, mais sur une compétence supérieure. Et maintenant, 4 Australiens d'un pays avec une armée plus petite que le département de police de New York démontraient des compétences qui faisaient paraître son entraînement d'infanterie inadéquat. La partie vraiment exaspérante était à quel point les Australiens étaient décontractés à ce sujet. Ils n'étaient pas arrogants, ils ne se vantaient pas. Ils faisaient simplement, tranquillement et efficacement, des choses avec lesquelles les forces américaines luttaient et agissaient comme si c'était normal. Comme si c'était juste la façon dont on opérait dans la jungle. Pas de quoi en faire une histoire. Quand la patrouille retourna finalement à la base, Bradley était épuisé, frustré et profondément troublé par ce qu'il avait vu. Il soumit son rapport après action et pour la première fois, il fut honnête sur les capacités australiennes. Il écrivit que les opérateurs du SAS australien avaient démontré un savoir-faire de terrain et une compétence tactique qui dépassaient les standards américains. Que leur méthode, bien que non conventionnelle selon la doctrine américaine, produisait des résultats supérieurs en environnement de jungle. Que les forces américaines pourraient bénéficier significativement de l'étude des techniques australiennes. Il s'attendait à ce que le rapport soit bien reçu. Au lieu de cela, il fut convoqué dans le bureau de son commandant de bataillon, et on lui dit en termes on ne peut plus clairs que les rapports critiquant les méthodes américaines, tout en louant les forces étrangères, n'étaient pas utiles et ne seraient pas transmis dans la chaîne de commandement. Son commandant de bataillon était un colonel à part entière, avec 22 ans de service, qui avait bâti sa carrière en exécutant parfaitement la doctrine américaine. La suggestion qu'une armée étrangère ait de meilleures méthodes n'était pas quelque chose qu'il était prêt à accepter. Mais Bradley n'était pas le seul officier américain à vivre cette expérience. Tout au long de 1967 et 1968, alors que davantage d'unités américaines opéraient aux côtés des forces australiennes, des observations similaires étaient faites. Les opérateurs des forces spéciales américaines qui travaillaient avec le SAS australien déposaient des rapports notant leurs capacités extraordinaires. Les officiers d'infanterie américains qui observaient les opérations australiennes notaient leur efficacité, et les officiers de renseignement américains qui analysaient les résultats notaient que les forces australiennes obtenaient des ratios de pertes significativement plus élevés, recueillaient de meilleurs renseignements et subissaient moins de pertes que les forces américaines opérant sur un terrain similaire. Les preuves s'accumulaient que les méthodes australiennes étaient plus efficaces pour la guerre de jungle que les méthodes américaines. Mais reconnaître ces preuves nécessitait de reconnaître que la doctrine américaine avait des limitations significatives. C'était une pilule amère que la culture militaire américaine avait du mal à avaler. Certaines unités américaines apprirent effectivement des Australiens. Les équipes des forces spéciales qui opéraient aux côtés des patrouilles SAS commencèrent à adopter les techniques australiennes. Des patrouilles de plus petite taille, des opérations de plus longue durée, moins de dépendance à la puissance de feu et plus d'accent sur la furtivité, une meilleure discipline du bruit. Certaines de ces leçons filtrèrent jusqu'à l'entraînement des opérations spéciales américaines. Mais les forces conventionnelles, les bataillons d'infanterie qui faisaient l'essentiel des combats, continuèrent largement à opérer comme ils l'avaient toujours fait. Ils avaient une doctrine à suivre, et la doctrine ne changeait pas rapidement. Surtout quand la changer signifiait admettre qu'un allié plus petit avait compris quelque chose qu'on avait manqué. La résistance institutionnelle à apprendre des Australiens venait de sources multiples. Il y avait la fierté professionnelle, la simple résistance humaine à admettre qu'on a tort. Il y avait l'inertie institutionnelle, la difficulté de changer des procédures établies dans une grande organisation. Il y avait le biais culturel, l'hypothèse que les méthodes américaines étaient intrinsèquement supérieures parce que l'Amérique était la superpuissance. Et il y avait la réalité pratique, que les forces américaines opéraient sous des contraintes différentes de celles des forces australiennes. Les soldats américains servaient des missions de 12 mois. Ils tournaient constamment, ce qui signifiait que les unités perdaient leur savoir institutionnel et devaient constamment former de nouveaux remplaçants. Les Australiens servaient des missions plus longues et avaient des taux de rotation plus bas, ce qui signifiait que les patrouilles SAS développaient une expérience que les unités américaines ne pouvaient égaler. Les forces américaines faisaient face à une pression politique et médiatique intense pour montrer des progrès, pour produire des décomptes de corps, pour obtenir des résultats visibles. Les Australiens faisaient face à moins de pression et pouvaient se permettre d'être patients, de passer des semaines à recueillir des renseignements avant de frapper. Les forces américaines devaient opérer de manière à minimiser les pertes, parce que le public américain ne tolérerait pas de lourdes pertes. Les Australiens acceptaient un risque individuel plus élevé en échange de pertes globales plus faibles, parce que leur culture militaire était construite sur l'attente que les guerriers pourraient ne pas rentrer.
Ces différences structurelles signifiaient que même si les forces américaines voulaient adopter complètement les méthodes australiennes, elles ne le pourraient peut-être pas. Mais cela ne rendait pas moins frustrant pour les officiers américains qui reconnaissaient que les méthodes australiennes fonctionnaient mieux et ne pouvaient pas amener leurs propres organisations à s'adapter. La confrontation qui donna son titre à cette histoire eut lieu en novembre 1968, lors d'une session de planification conjointe pour une opération majeure dans la province de Phuoc Tuy. Le capitaine Bradley était présent avec son commandant de bataillon et plusieurs autres officiers américains. Le contingent australien comprenait le commandant de l'escadron SAS et plusieurs de ses chefs de patrouille, dont le sergent Clark. L'opération planifiée était une mission de recherche et destruction à grande échelle, ciblant un camp de base présumé d'un bataillon de l'ANV. Le plan américain était conventionnel. Insertion par assaut aérien de 2 compagnies d'infanterie, soutenues par l'artillerie et des hélicoptères de combat, ratissage de la zone suspecte. Détruire toutes les forces ennemies rencontrées. Extraction après 48 heures. Les Australiens avaient une suggestion différente. Insérer un petit élément de reconnaissance pour localiser la position exacte de la base ennemie avant d'engager de grandes forces. Une fois localisée, utiliser des frappes aériennes de précision et l'artillerie pour détruire la base sans risquer inutilement les forces terrestres. N'engager l'infanterie que si des cibles de haute valeur pouvaient être capturées ou si du matériel de renseignement devait être récupéré sur le site. Le commandant de bataillon américain rejeta immédiatement la suggestion australienne. Nous n'allons pas rester assis pendant des semaines pendant qu'une équipe de reconnaissance erre dans la jungle. Nous avons des renseignements indiquant que l'ennemi est là. Nous avons la force pour les détruire. Nous nous insérons, nous les trouvons, nous les tuons. C'est comme ça que fonctionnent les opérations d'infanterie. Le commandant d'escadron australien, un commandant nommé Peter Williams, resta calme. Monsieur, vos renseignements indiquent que l'ennemi pourrait être dans une zone générale d'environ 10 km². C'est beaucoup de jungle à fouiller avec des forces terrestres. Si vous vous insérez sans localisation précise, vous allez probablement passer 2 jours à chercher et ne rien trouver. Ou pire, vous allez tomber dans une embuscade parce que l'ennemi entendra vos hélicoptères arriver et préparera des positions défensives. À notre façon, vous obtenez la localisation exacte. Vous les frappez avec des tirs de soutien quand ils ne s'y attendent pas. Vous obtenez de meilleurs résultats avec moins de risques. Le visage du colonel américain rougit. « Commandant, j'apprécie votre contribution, mais c'est une opération américaine dans une zone de responsabilité tactique américaine. Nous la conduirons selon la doctrine américaine, pas selon des intuitions australiennes. » Williams hocha lentement la tête. « Compris, monsieur. Mais peut-être que votre capitaine Bradley peut parler de ce qu'il a observé pendant sa patrouille avec mes hommes le mois dernier. Peut-être qu'il a des aperçus sur l'efficacité des différentes approches. » Tous les regards se tournèrent vers Bradley. Il pouvait sentir le poids des attentes de son commandant de bataillon. « Dis la bonne chose. Soutiens les méthodes américaines. Ne fais pas de vagues. » Mais il se souvenait aussi de ces 4 Australiens éliminant calmement 7 soldats ennemis avec 7 tirs. Il se souvenait comment ils avaient trouvé des choses que ces hommes avaient manquées. Il se souvenait de Rodriguez disant « Peut-être qu'on devrait apprendre au lieu de s'énerver. » Bradley prit une inspiration. « Monsieur, je pense que la suggestion australienne a du mérite. D'après ce que j'ai observé, leur capacité de reconnaissance dépasse significativement les nôtres. S'ils disent qu'ils peuvent localiser la position exacte de l'ennemi, je les crois. Et des frappes de précision obtiendraient probablement de meilleurs résultats qu'un ratissage terrestre. » Le silence dans la pièce était pesant. Le colonel fixait Bradley comme s'il venait de commettre une trahison. « Capitaine, suggérez-vous sérieusement que nous nous en remettions aux méthodes australiennes pour une opération américaine ?» Bradley soutint son regard. « Je suggère que nous utilisions les meilleures méthodes disponibles, monsieur, peu importe de quelle doctrine elles viennent. » C'est alors que le sergent Clark fit l'erreur de sourire. C'était un petit sourire, à peine visible, mais le colonel le vit et quelque chose en lui craqua. Il se tourna vers Clark, sa voix tranchante de colère. « Sergent, quelque chose est drôle ?» Le sourire de Clark disparut immédiatement. « Non, monsieur. J'apprécie juste l'honnêteté du capitaine, monsieur. » Le colonel se leva, sa chaise raclant bruyamment. « C'est exactement le problème. Vous, les Australiens, vous venez ici avec vos tactiques de cow-boy et vos patrouilles de 4 hommes, et vous agissez comme si vous aviez réinventé la guerre. Eh bien, ce n'est pas le cas. Vous prenez juste des risques inutiles, et vous avez de la chance. Et franchement, j'en ai assez. J'en ai assez de vos fanfaronnades. Vous agissez de manière supérieure, vos implications subtiles que les forces américaines ne savent pas ce qu'elles font. » Clark se leva également, ne souriant plus.
Monsieur, avec tout le respect, nous ne fanfaronnons pas. Nous faisons le travail de la meilleure façon que nous connaissons. Si cela vous met mal à l'aise, ce n'est pas notre problème. La voix du colonel s'éleva. C'est sacrément votre problème, sergent, parce que vous sapez la crédibilité américaine avec ce style Rambo. 4 hommes accomplissant ce qu'il nous faut une compagnie pour faire. Rester dans la jungle pendant des semaines sans soutien. Tendre des embuscades aux forces ennemies et faire paraître ça facile. Arrêtez de fanfaronner. Arrêtez simplement. Opérez comme des professionnels, pas comme si vous essayiez d'impressionner les gens. La pièce était mortellement silencieuse. Le commandant Williams se leva lentement. « Colonel, je pense que nous devrions faire une pause et nous calmer. » Mais Clark n'avait pas fini. Sa voix était calme, mais dure comme l'acier. « Monsieur, nous opérons comme nous le faisons parce que ça marche. Ça garde nos hommes en vie et ça tue l'ennemi efficacement. Si ça ressemble à de la fanfaronnade pour vous, je suggère que cela en dit plus sur vos standards que sur les nôtres. » Le colonel avait l'air d'être sur le point d'exploser. Bradley pensa vraiment qu'il pourrait physiquement attaquer Clark, mais Williams s'interposa entre eux. « Sergent, dehors, maintenant !» Clark fit un salut parfait au colonel américain, fit demi-tour et sortit. La réunion se termina peu après, le plan de mission inchangé, Américains et Australiens partant chacun de leur côté. L'opération fut lancée 3 jours plus tard, exactement comme le colonel américain l'avait planifié. 2 compagnies, insérées par hélicoptère dans la zone suspecte. Ils ne trouvèrent rien. L'ennemi avait entendu les hélicoptères arriver et s'était dispersé. Les forces américaines passèrent 48 heures à ratisser une jungle vide, ne trouvèrent aucun contact ennemi significatif et se retirèrent n'ayant rien accompli, sauf confirmer que l'ennemi avait été dans la zone récemment. Une semaine plus tard, une patrouille du SAS australien localisa le bataillon de l'ANV dans une nouvelle position, à 8 km de là où les Américains avaient cherché. Des frappes aériennes de précision détruisirent leur camp de base, tuant environ 40 soldats ennemis et détruisant des approvisionnements significatifs. Les Australiens utilisèrent 4 hommes sur une patrouille de 3 semaines. 0 perte australienne. Le contraste était frappant et humiliant. Le capitaine Bradley demanda un transfert vers une unité des forces spéciales peu après, spécifiquement pour pouvoir en apprendre davantage sur les méthodes australiennes et les incorporer dans les opérations spéciales américaines. Sa demande fut approuvée et il passa le reste de sa mission à travailler étroitement avec le SAS australien, apprenant leurs techniques et devenant l'un des défenseurs les plus vocaux de l'adoption du savoir-faire de terrain et des tactiques de patrouille australiens. Il écrirait plus tard un manuel d'entraînement qui incorporait de nombreuses méthodes australiennes, bien qu'il évita soigneusement de les créditer spécifiquement, afin d'éviter la résistance institutionnelle qui accompagnait la suggestion que des méthodes étrangères étaient supérieures. Le sergent Clark et le commandant Williams continuèrent à opérer comme ils l'avaient toujours fait, conduisant mission après mission qui prouvait l'efficacité de leur approche. Ils ne se vantèrent jamais, ils ne dirent jamais « on vous l'avait dit ». Ils continuèrent simplement à faire le travail avec une compétence professionnelle tranquille, laissant les résultats parler d'eux-mêmes. L'histoire de la colère américaine face à l'efficacité du SAS australien est vraiment une histoire sur la difficulté d'apprendre quand apprendre nécessite d'admettre qu'on avait tort. Les forces américaines au Vietnam n'étaient pas de mauvais soldats. Ils étaient courageux, dévoués, professionnels. Mais ils combattaient en utilisant une doctrine conçue pour une guerre différente. Et quand ils furent confrontés à des preuves que des approches différentes fonctionnaient mieux, la fierté institutionnelle rendit l'adaptation presque impossible. Les Australiens n'essayaient pas de fanfaronner, ils essayaient juste de survivre et d'accomplir leur mission en utilisant des méthodes que leur expérience leur avait appris être efficaces. Le fait que ces méthodes fassent paraître les forces américaines moins capables par comparaison était un effet secondaire malheureux, pas un résultat intentionnel. Mais la perception comptait autant que l'intention. Et la perception parmi de nombreux officiers américains était que les Australiens embarrassaient délibérément les forces américaines pour promouvoir leur propre réputation. Cette perception, enracinée dans la fierté blessée plutôt que dans la réalité, empêcha de nombreuses unités américaines d'apprendre des leçons qui auraient pu sauver des vies. Certaines forces américaines apprirent. Les unités d'opération spéciales absorbèrent les techniques australiennes et améliorèrent leurs propres capacités. Mais les forces conventionnelles, le gros de la puissance de combat américaine, continuèrent largement à combattre comme elles l'avaient toujours fait, utilisant une doctrine qui avait fait ses preuves dans d'autres guerres, appliquant des méthodes qui avaient du sens dans la culture militaire américaine, obtenant des résultats qui étaient respectables selon n'importe quel standard objectif sauf un.
la comparaison avec ce que les Australiens accomplissaient avec une fraction des ressources. L'ironie finale est que les leçons que les forces américaines eurent du mal à apprendre au Vietnam devraient être réapprises en Irak et en Afghanistan 40 ans plus tard. Une fois de plus, les forces américaines découvriraient que la puissance de feu écrasante et les tactiques de grandes unités étaient moins efficaces que les opérations de petites unités, avec un accent sur le renseignement et la précision. Une fois de plus, les forces d'opération spéciales montreraient la voie en s'adaptant aux nouvelles réalités, tandis que les forces conventionnelles luttaient avec une doctrine qui ne correspondait pas à l'environnement opérationnel. Et une fois de plus, des forces alliées plus petites, y compris le SAS australien, démontreraient des capacités qui dépassaient ce que les forces américaines plus importantes pouvaient égaler. L'histoire se répétant, une guerre différente, les mêmes leçons, la même résistance à les apprendre. L'histoire du capitaine Bradley eut une fin heureuse. Il devint colonel, commanda un groupe des forces spéciales et passa sa carrière à défendre le genre de tactique flexible et adaptative que les Australiens lui avaient montré dans cette jungle en 1968. Il n'oublia jamais Clark éliminant calmement 7 soldats ennemis avec 7 tirs, ou Williams expliquant tranquillement que les méthodes australiennes fonctionnaient parce qu'elles étaient conçues pour les conditions réelles plutôt que pour les préférences doctrinales. Et il n'oublia jamais sa propre colère d'avoir été montré que les méthodes américaines n'étaient pas toujours les meilleures. Et comment cette colère avait failli l'empêcher d'apprendre les leçons les plus précieuses de sa carrière militaire. Le colonel en colère qui avait crié « Arrêtez de fanfaronner !» prit sa retraite peu après le Vietnam. Sa carrière endommagée par la perception qu'il était inflexible et incapable de s'adapter aux circonstances changeantes. Clark et Williams survécurent tous deux à la guerre, retournèrent en Australie et continuèrent à servir dans le SAS, formant la prochaine génération d'opérateurs en utilisant les mêmes méthodes qui avaient si bien fonctionné au Vietnam. L'héritage de leur efficacité perdure aujourd'hui dans la façon dont les forces d'opération spéciales du monde entier pensent aux tactiques de petites unités, à la reconnaissance à longue portée et à l'équilibre entre puissance de feu et furtivité. Ils ne fanfaronnaient pas. C'étaient juste des guerriers qui avaient compris comment combattre efficacement dans un environnement où la doctrine conventionnelle échouait. Et parfois, être aussi bon dans son travail met les gens en colère, surtout quand leur fierté dépend de croire qu'ils sont les meilleurs.